fais partie du collectif Notre Corps Nous-mêmes, en fait, qui a participé à l'actualisation d'un manuel féministe des années 70 du même nom, et dans lequel on s'est basé énormément sur des témoignages de femmes. C'est un peu le centre du livre qui nous permet de faire une sorte d'état des lieux actuel, 40 ans après la première version du livre, pour comprendre ce que vivent les femmes au quotidien. Et alors, ce qui nous a marqué en fait dans le travail qu'on a fait, c'est d'arriver à poser une sorte de lecture de genre, on va dire, sur les situations sociales actuelles. Et finalement, je parle du livre là parce que dès que la crise a commencé, nous, le livre venait juste de sortir, on a décidé de continuer cette réflexion et d'avoir une lecture de genre de cette crise qui nous a paru manquer au début, puisque les décisions politiques ont été immédiatement le confinement, le retour à la famille, à se recentrer sur soi, et implicitement, c'était en fait mettre énormément de travail sur le dos des femmes dont on sait qu'elles s'occupent massivement des familles, que ce soit dans la gestion quotidienne, émotionnelle, dans le soin. Et donc, ça nous a paru vraiment important de réfléchir à quelles étaient les conséquences de la crise avec une lecture de genre, une analyse féministe de cette crise, parce qu'aussi c'est les femmes on l'a vu, des classes populaires qui sont le plus en avant quand il s'agit alors à la fois de s'occuper des familles, mais de continuer à travailler, de continuer à occuper des postes. Là, j'imagine que vous aviez vu, mais il y avait un article sur France Inter qui listait que les femmes sont 9 sur 10 chez les caissiers, 7 femmes sur 10 chez les agents d'entretien, 7 femmes sur 10 chez les aides-soignantes, du coup, 9 femmes sur 10 chez les infirmiers, infirmières, et aussi majoritaire dans les préparateurs en pharmacie, ce qui veut dire que, pour reprendre cette phrase en fait de Christiane Taubira, puisque ça résume quand même assez la situation. Elle a dit le pays est tenu par une bande de femmes en fait. Et pour nous, la lecture de cette crise, c'est que c'est venu renforcer, on va dire, des mécanismes déjà à l'œuvre qu'on avait pu constater pendant notre travail de terrain, pendant 3 ans, avec cette charge de travail gratuit, assurée énormément par les femmes, gratuit au sein du foyer et peu rémunéré dans les emplois précaires. Cette crise est venue exacerber vraiment ces risques-là encourus par les femmes et cette charge de travail. Donc, ça nous paraît vraiment important voilà, de continuer à avoir cette lecture. Et c'est pour ça qu'on a continué à récolter des témoignages pendant le début du confinement pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et bon, si je peux me permettre une anecdote parce que je la trouve éclairante, mais on s'est beaucoup moqué médiatiquement dans les premiers jours de gens qui se précipitaient au supermarché pour acheter des stocks de pâtes, des stocks de PQ, des stocks de riz, de produits de première nécessité. En fait, on sait que c'est majoritairement les femmes qui font les courses, et on sait aussi que les femmes, sachant que les cantines fermaient, avaient la responsabilité de beaucoup plus de repas qui allaient coûter beaucoup plus cher sur les budgets quotidiens. Et donc, je trouve que l'axe de se moquer des gens faisant des stocks en début d'épidémie, c'est aussi une forme de mépris de classe assez violent, parce qu'on sait que si il ne reste plus de pâtes premier prix, eh bien, il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens d'acheter les pâtes de la gamme au-dessus, en fait. Donc, ces femmes-là, quand elles réagissent de façon collective en achetant plus, c'est aussi une forme d'anticipation dans cette charge des courses. Et, et voilà, et en fait, tout ça pour illustrer à quel point, dans les débuts de la crise, en quelques heures, quelques jours, il y a eu une organisation collective qui n'a pas été tant valorisée, mais je pense qui est vraiment remarquable, une autogestion, en fait, face à un gouvernement totalement perdu, on va dire, et incompétent, une autogestion dans le soin aux personnes âgées, dans prendre en charge les courses pour les personnes alentours qui ne peuvent pas le faire, dans appeler au téléphone et prendre en charge le stress de l'entourage. Et oui, en fait, cette charge-là, toutes ces charges, elles ont été assurées en grande majorité, ou en tout cas avec beaucoup de conviction par les femmes.
Oui, alors comme vous me demandez de savoir enfin, qu'est-ce qu'on pourrait relire de ce programme du Conseil national de la résistance et qu'est-ce qu'on pourrait en garder, je suis retournée le voir et c'est vrai qu'en le lisant, c'est un programme auquel on peut être très attaché, il me semble, parce qu'il pose des bases, enfin, on se dit que si déjà on avait ça comme principe de fonctionnement social, on serait pas mal. Quand on voit rajustement important des salaires, donc augmentation, j'imagine, des salaires, augmentation du SMIC, ça pourrait tout à fait être quelque chose qu'on porte là collectivement, un plan complet de sécurité sociale et de défense de l'hôpital, sécurité de l'emploi, contre la flexibilisation, par exemple sanction des plateformes qui ubérisent en fait le travail et le flexibilisent sans cesse, préservation de la retraite, annulation de la réforme des retraites, etc. Mais à la fois on le relit et avec cette envie de se dire qu'on pourrait en être là et que ce soit notre base, et à la fois effectivement on a tout de suite envie de le prolonger parce que y a des angles morts, je pense notamment sur les questions féministes. Après, en fait, ce programme a été écrit en non-mixité masculine et en non-mixité blanche aussi, si je ne me trompe pas. Dans le sens où, enfin, voilà, c'est vrai que je lisais les membres et on a Pierre Villon, Roger Coquin, Jacques Lecomte-Boinet, etc. Enfin, en fait, c'est un programme qui est écrit par un groupe d'hommes et il me semble qu'aujourd'hui, si ce programme s'appelle Les Jours Heureux, nous, on aimerait bien aussi poser ce que seraient les Jours Heureuses, en fait, avec une reconnaissance du travail domestique, par exemple, une valorisation sociale de ce travail domestique qui rapporte 15% du PIB et qui participe à paupériser les femmes. Mais peut-être on pourra y revenir. En tout cas, c'est vrai qu'en relisant ce programme, on est marqué par cette lecture absente, en fait, par cette place manquante des femmes dans l'histoire. Aussi, un autre point qui m'a paru important quand on lit, par exemple, une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes et coloniales. En fait, on aimerait qu'à l'époque déjà, il y ait un programme de décolonisation, que ce soit ces revendications la portée. Alors, c'est peut-être anachronique, mais en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait besoin vraiment de mener cette réflexion sur l'héritage colonial, la décolonisation, quand on voit notamment comment les violences policières s'abattent sur les quartiers populaires. Ça, c'est une continuité de la répression coloniale très claire. Mais je ne suis peut-être pas la mieux placée pour en parler là, puisque là, on parle au nom du collectif Notre Corps Nous-mêmes, même si on a cette analyse croisée de genre, de classe et de race, nous, dans le collectif. Peut-être ce serait une discussion intéressante à avoir avec des gens pertinents sur le sujet. En tout cas, nous, on veut bien reprendre ça comme base de travail. Alors, si on doit réfléchir là, comme ça, en quelques minutes, donc à poser un programme politique de sortie de crise, hein, c'est ça. Alors, c'est très facile à faire. Bon, c'est assez compliqué à faire comme ça. Je dirais, bon, la mesure première évidente, toujours sur cet axe de réflexion, nous, c'est l'abolition du patriarcat, évidemment, pour commencer. Ceci dit, c'est pas évident des fois à faire de prime abord, donc peut-être qu'on pourrait réfléchir justement à des pistes en fait qui permettent de valoriser tout ce travail invisible fait par les femmes. Alors je dirais à la fois dans la sphère domestique. Parce que on parlait du travail domestique, de la charge de la famille. En fait, c'est ce qui fait que les femmes ont une double journée de travail. Cela apporte de la valeur sociale parce qu'elles prennent soin en termes de santé, hein, d'hygiène aussi. Elles font majoritairement le ménage. Elles prennent soin de l'éducation. Là, on voit que quand il n'y a plus d'école, qui fait l'école à la maison? Et aussi le soin émotionnel, qui est quelque chose de très important. C'est-à-dire que même dans des couples très équilibrés, et là, qui ont une réflexion féministe sur le couple et la répartition des tâches, on a une famille, par exemple, de l'association Parents et Féministes qui racontait que même avec toute une réflexion sur la répartition des tâches dans la famille, au moment où il y a la crise et où il y a du stress généré par le confinement, eh bien c'est la femme de la famille qui prend sur elle et qui va peu à peu
rassurer tout le monde, faire attention à ne pas avoir de saute d'humeur et assurer en fait la continuité du quotidien. Ça apporte une valeur sociale incroyable, c'est-à-dire que si les femmes collectivement décidaient d'arrêter de faire ça, il n'y aurait plus rien qui marcherait. Plus rien qui fonctionnerait en fait probablement, tout le monde irait très mal, tout serait sale et tout le monde serait en mauvaise santé. Là globalement vu l'état des choses, alors on ne peut pas arrêter de prendre soin des autres, c'est pas l'objectif. Par contre, valoriser ce travail, que ce soit de différentes façons, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir à comment le valoriser. Est-ce que c'est à travers un salaire? Est-ce que c'est à travers, de toute façon, une augmentation du salaire des femmes en général qui occupent les postes les plus précaires? Revaloriser les salaires au niveau de l'utilité sociale qu'ils apportent aussi. On pourrait par exemple, comme le proposait les journalistes Julien Brigaut et Olivier Cyran dans leur livre Boulot de merde, payer les gens en fonction de l'utilité sociale des métiers. Donc on pourrait redistribuer aux infirmières l'argent de la pub, l'argent du marketing qui là aujourd'hui voilà, enfin, ne sert plus à rien, l'argent du capital en fait. Mais pour rester vraiment, il y aurait bon évidemment l'allongement du congé paternel, du congé enfin voilà pour les hommes, une égalité de salaire immédiate entre hommes et femmes aussi. Je veux dire, c'est quand même complètement fou qu'on n'en soit pas là. Donc des sanctions pour ceux qui ne le respectent pas, ça pourrait être fait voilà assez immédiatement. Et je pense aussi qu'il y a une forme de réflexion à mener collectivement sur nos modes de vie quotidiens. Parce qu'en fait, la société est organisée en famille nucléaire, c'est-à-dire en gros avec des gens qui fonctionnent sur un foyer qui repose principalement sur les épaules des mères, des femmes. Et cette famille nucléaire-là, elle est construite dans le capitalisme comme un support du capitalisme, on va dire. Les féministes marxistes, notamment, démontrent que, en échange du salariat, enfin de la contrainte qu'était le salariat, pour les hommes ouvriers qui ont, au début de l'ère capitaliste, en gros, on leur a offert une esclave domestique en payant moins les femmes. Du coup, il valait mieux qu'elles restent à la maison à assurer la charge du foyer. Et donc, contre cette aliénation qui était voilà, devenir le salarié d'un patron, en échange, on a une travailleuse domestique perpétuelle et en fait, on n'est pas vraiment sorti de ce modèle-là. Il y aurait sûrement besoin de repenser le travail domestique comme quelque chose de collectif, assuré en mixité, peut-être dans la distribution des repas, un vrai service public voilà, du soin, un vrai service public du care, un vrai service public qui ne soit pas juste cette situation tacite sur laquelle on fait reposer ça sur le dos de celles qui n'ont pas d'autre choix que de le faire, puisque sinon elles nuisent à ceux qu'elles aiment. Donc voilà, après, je pense qu'il y aurait énormément de choses à réfléchir de ce point de vue-là, et aussi parce que toutes les situations des femmes ne se valent pas. Il y a des oppressions particulières que nous, on a essayé vraiment de visibiliser dans notre travail et qui nous tiennent à cœur parce que on ne peut pas dire les femmes comme si c'était une catégorie homogène, uniforme, ne serait-ce qu'en termes de classe, mais aussi en termes de genre. Enfin, de genre, il y a des femmes cisgenres, des femmes transgenres qui là vivent aussi des oppressions spécifiques. Et, euh, voilà, des femmes racisées, des femmes des quartiers populaires aussi vivent des choses spécifiques pendant cette période. Et je pense notamment qu'il y aurait des réflexions à mener sur le rapport à l'espace public. Ça, je ne l'ai pas dit au début, mais par rapport à cette crise, dans le rapport à l'espace public, il y a quand même quelque chose qui se met en place là, c'est qu'il n'y a plus personne dans la rue, sauf les gens qui n'ont pas de logement et qui sont, on l'a vu, réprimés par la police, même malgré le fait d'être SDF, avec des personnes qui décèdent de cette situation. On a les personnes qui sont les plus contrôlées et qui subissent des violences policières énormes, notamment dans les quartiers populaires. Enfin, on a quand même notre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est vanté qu'il y avait plus de contrôle dans les quartiers populaires,
À Marseille, c'est, je crois, 2/3 des contrôles qui ont lieu dans les quartiers nord. Donc, en fait, on laisse les classes dominantes aller passer leur confinement dans leur résidence secondaire à l'île de Ré, et tandis que les gens qui vivent à 5 personnes dans des tout petits appartements dans les quartiers populaires, dès qu'ils mettent le nez dehors, on les taxe. C'est taxer les pauvres, en fait, et punir les pauvres pendant cette crise. C'est le choix politique qui a été fait. Mais si on revient à ce rapport à la rue, c'est qu'elle est dangereuse pour les plus fragiles, les pauvres, les gens qui n'ont pas de logement. Et quand je dis pour les femmes aussi, c'est-à-dire qu'on a énormément de témoignages, nous, de femmes qui se font harceler encore plus qu'avant. On se dirait, tiens, les hommes restent chez eux, ils arrêtent de harceler. Non, dans les trajets de celles qui sont caissières, de celles qui sont infirmières, qui sont des jeunes femmes et qui rentrent tard le soir du fait de leurs horaires de travail, y a des hommes qui attendent dans la rue à ces heures-là, qui les suivent, et c'est très angoissant. Et voilà, il y aurait une vraie réflexion aussi à mener au niveau social. Enfin, quand on parle d'abolition du patriarcat, c'est parce qu'en fait, ces comportements individuels s'expliquent par des structures de domination, et que si on ne travaille pas à les déconstruire concrètement dès l'enfance, ça continue, en fait. Donc voilà. Et puis des cours de ménage dès le CP pour en mixité, voilà. Enfin, il y a plein de petites mesures concrètes, mais il faudrait vraiment faire un atelier précis, parce que là, le chantier est immense. En tout cas, il y aura pas de sortie de cette crise sans la penser de façon féministe. Et en fait, je pense aussi que ça pourrait passer, et ça devrait passer par la constitution de collectifs de femmes pour penser ces questions à différents endroits, le plus qu'on peut, parce que c'est comme ça qu'on arrive à repenser les foyers aussi, en se réunissant, en réfléchissant, à porter ses propositions et à construire ensemble aussi, il me semble, une grève des femmes puissante, une grève générale des femmes puissante.